Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que le week-end se déroule comme vous le souhaitez. Prière, s'il vous plaît, de m'indiquer si vous me recevez dans de bonnes conditions. On va pouvoir démarrer, merci. Ok, merci Rosine, merci Jessie, c'est parfait. Donc apparemment, on me reçoit correctement. Donc bienvenue à cette nouvelle session, nouvelle séance des dimanches de votre serviteur. Voilà, comme je l'ai dit tout tantôt, je réitère mes souhaits d'un excellent week-end et j'espère en tous les cas que la semaine qui s'achève s'est passée dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, le programme est relativement chargé. Nous allons parler d'un sujet important. Il s'agit des sources du Nil, comme vous le voyez. Est-ce que chacun voit correctement l'écran, s'il vous plaît? Je veux juste m'assurer que tout est correct de ce point de vue-là aussi pour qu'on puisse démarrer. OK, parfait. Donc Rosine me dit que oui, donc je suppose qu'elle parle pour tout le monde et Lounou également, donc parfait. Voilà, donc nous allons parler des sources du Nil, mais pas comme on aurait pu le penser, car les sources du Nil, dans le fond, sont connues. Par contre, les anciens Égyptiens avaient une perspective qui est un peu différente. Et c'est celle-là véritablement que nous allons aborder, puisque nous allons traiter des sources du Nil du point de vue des anciens Égyptiens, d'après le paradigme, d'après la vision des anciens Égyptiens. Puisque vous savez que le Nil était pour eux bien plus qu'un simple fleuve. C'était essentiellement le moyen par lequel ils avaient prospéré. Donc, c'était beaucoup plus qu'un simple cours d'eau. Quoique le Nil, vous le verrez, n'est pas qu'un simple cours d'eau. C'est simplement pour moi une manière de dire qu'en réalité, il y a deux manières d'approcher la question. C'est-à-dire qu'on peut questionner les sources du Nil d'un point de vue géographique, on va le voir, et d'un point de vue, j'allais dire, cosmogonique. Voilà. Et c'est ce second aspect qui est moins connu et naturellement qui gagnerait à être mieux connu. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aujourd'hui vous entretenir sur ce sujet. Donc, naturellement, je le dis d'entrée, une part quand même importante de ce que je vais dire aujourd'hui est introduit dans cet ouvrage. Ça, c'est pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, évidemment, qui souhaiteraient aussi se familiariser en quelque sorte avec la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens que j'ai appelé en abrégé la méthode Kuma. Parce que nous allons en user aujourd'hui pour comprendre un ensemble de faits qui relèvent effectivement de la pensée symbolique des peuples subsahariens en général et des Égyptiens anciens en particulier. Voilà, donc ça c'est pour simplement dire aux uns aux autres qui ne sont pas dépourvus de moyens pour apprécier la matière que nous allons faire que nous n'allons faire que survoler aujourd'hui en quelque sorte. Donc, on commencera par introduire le sujet avec quelques données qui peuvent être partagées par tous, car c'est généralement ce que vous allez trouver dans des ouvrages ou des publications qui parlent du Nil d'un point de vue géographique. Le Nil est un fleuve d'Afrique avec une longueur d'environ 6700 km. C'est le plus long fleuve du monde. Alors, il dispute cette première place avec un fleuve d'Amérique latine qu'on appelle l'Amazone. Voilà, donc, mais généralement, on peut considérer que le Nil est le fleuve le plus long du monde. Ça, c'est un point de vue qu'on peut adopter légitimement puisqu'on ne sait pas tout à fait trancher la question. Mais ça ne pose pas de problèmes fondamentaux, disons. Il est issu, donc le Nil est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. Le Nil blanc prend sa source au lac Nyanza, qu'on appelle parfois, dans certaines cartes, le lac Victoria, d'après une reine d'Angleterre. Puisqu'on se trouve en Afrique, on peut encore rappeler que les Africains ont pour ce lac un nom, et ce nom c'est Nyanza, évidemment. Le Nil bleu est issu du lac Tana, qui se trouve en Éthiopie, comme vous le savez. Ces deux branches s'unissant à Khartoum, donc le Nil blanc et le Nil bleu s'unissent à Khartoum, qui est la capitale du Soudan actuel. Le Nil se jette dans la Méditerranée en formant un delta très important au nord de l'actuelle Égypte. En comptant ces deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République démocratique du Congo,
avec les lacs Nyanza et Mvuta Nzige, qui est appelé par certains le lac Albert, qui je crois était un souverain belge, si ma mémoire est bonne. Mais encore une fois, l'idée pour nous, bien sûr, c'est de nommer ces cours d'eau, ces lacs de leur vrai nom. C'est encore le minimum qu'on puisse exiger de quelqu'un qui souhaite dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Donc, il longe également le Kenya et la République démocratique du Congo avec les lacs Nyanza et Mvuta-Nzige, et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à un affluent important qu'on appelle le Tegeze. Donc, voici pour les données, disons, géographiques. Comme je l'ai dit, il n'y a ici rien de réellement nouveau, car ce sont des informations que vous pouvez retrouver sans grande difficulté. Ici, je présente une vue du Nil en Égypte. Une vue du Nil dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Et je tiens quand même à rappeler que pour les anciens Égyptiens, eh bien, enfin, encore que quand je dis anciens Égyptiens, je suis déjà en train d'introduire une erreur, car au fond, ils n'ont jamais appelé ce pays Égypte. Mais ça, c'est pour me faire comprendre que j'utilise cette manière de nommer donc, ce territoire que le copte appelle Kémé, et dont la graphie, qui est une graphie égyptienne hiéroglyphique bien connue, peut être traduite par le pays noir. D'accord? Et pour des raisons que nous aurons certainement l'occasion de revisiter dans une prochaine séance. Voilà, ça c'est pour situer un peu les choses, voir à quoi ressemble cette vallée dans cet espace qui a donc été le creuset de cette civilisation extraordinaire qu'on appelle la civilisation égyptienne. Ici, c'est une photo de l'association Djeli. Ici, vous avez à l'image un frère de Guadeloupe qui s'appelle Shango, que je salue d'ailleurs. C'est une photo que j'aime beaucoup. C'est une photo qui a été prise par Kwame, qui est également un frère de Côte d'Ivoire, qui nous accompagnait justement en Égypte. Et elle est assez intéressante. Moi, je la trouve particulièrement intéressante. Voilà. Donc, j'ai souhaité vous l'exposer simplement parce que naviguer sur le Nil, c'est une expérience extraordinaire. Je dois quand même vous le dire parce que j'en garde un souvenir merveilleux. Je ne suis pas le seul, évidemment, mais bon, je voulais comme ça partager un petit souvenir avec vous. Car aujourd'hui, nous allons parler d'un Nil que nous avons connu, que nous avons pratiqué. C'est-à-dire que je n'en parle pas comme quelqu'un qui n'a jamais vu le Nil. Bon, voilà. C'est aussi une manière pour moi de rappeler qu'il faut toujours s'attacher réellement à accompagner le travail de recherche qu'on peut conduire avec une expérience de terrain. Ça permet réellement de valider certaines choses et de mieux comprendre aussi ce dont il peut être question dans le travail que nous avons la prétention de conduire. Voilà. Le Nil était la voie qu'empruntaient les anciens Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. Il joua un rôle de premier plan dans l'Égypte antique, du point de vue économique, social, car c'était autour donc de ce fleuve que se trouvaient les plus grandes villes égyptiennes. Il joue également un rôle très important du point de vue agricole, bien sûr. C'était le fleuve nourricier de l'ancienne Égypte qui apportait depuis l'Afrique profonde, donc un limon très très fertile qui a permis donc à cette civilisation d'avoir un rendement agricole vraiment exceptionnel. Il faut savoir que l'Égypte antique, à l'époque où elle fut subjuguée par les Romains, elle nourrissait quasiment tout l'Empire romain. Donc ce territoire qu'on appelle l'Égypte. Donc c'est dire donc que c'était une terre extrêmement fertile. Le Nil a également évidemment une dimension spirituelle, disons religieuse si vous voulez, évidemment. Fleuve nourricier de la civilisation égyptienne, le Nil fut divinisé, entre guillemets, sous le nom d'une divinité que les égyptologues appellent Hapi, qui est la personnification de la crue du Nil, donc la personnification de l'inondation. Et c'est cette divinité que vous avez ici représentée à l'image, qui est une divinité qui a quelques particularités, comme on peut le voir, puisqu'il s'agit en réalité d'une divinité représentée androgyne, c'est-à-dire avec des caractères à la fois masculins et féminins, ce qui est d'une importance cruciale, comme vous allez le comprendre. Donc, pour parler maintenant des sources du Nil,
Le premier auteur réellement qui en parle, quand je dis premier, d'après la perspective des Grecs, puisque c'est eux qui ont laissé des témoignages importants concernant cette civilisation égyptienne, tout au moins des témoignages accessibles à l'Europe occidentale qui a très tôt eu un intérêt pour cette civilisation. Donc les Grecs, puisque la langue grecque n'était pas un mystère, elle était beaucoup plus facile à interpréter, tout au moins, parce que les hiéroglyphes étaient encore pendant très très longtemps un questionnement, un mystère. Donc c'est Hérodote qui en parle dans son histoire. Il dit ceci à propos des sources du Nil. De tous les Égyptiens, Libyens et Grecs avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, donc en parlant des sources du Nil. Si ce n'est le hiérogrammate interprète des hiéroglyphes de Minerve, c'est-à-dire Neth, que les Grecs appelaient également Athéna. Neth, qui est une divinité importante, qui avait son siège dans une ville importante du delta qu'on appelait Saïs. Alors, il parle ici naturellement d'un scribe. Okay? Un hiérogrammate, c'est un scribe. Donc, il dit en clair que la plupart des personnes avec qui il s'était entretenu, qu'ils soient égyptiens, libyens ou grecs, n'avaient aucune idée de ce que c'était que ces fameuses sources du Nil, hormis donc ce scribe égyptien qui était donc au service du clergé de Saïs en Égypte. Alors, j'ai cru néanmoins qu'il plaisantait quand il m'assura qu'il en avait une connaissance certaine. Il me dit qu'entre Syène, dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait 2 montagnes dont les sommets se terminaient en pointe. Il me dit qu'entre Syène, c'est-à-dire Sona, Assouan, si vous voulez, qui est d'ailleurs le pays d'origine des Soninké, soit dit en passant, puisque, comme vous le savez, le mot Soninké, à lui seul, signifie littéralement les gens de Sona. Et les Soninké eux-mêmes disent effectivement qu'ils viennent de cette ville de Haute-Égypte, qu'on appelle aujourd'hui Assouan, que les Grecs appelaient Syène, dont le nom copte est Son. Donc, il me dit qu'entre Syène, dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait 2 montagnes dont les sommets se terminaient en pointe, et que l'une de ces montagnes s'appelait Crophi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient, disait-il, du milieu de ces montagnes. Donc, voici ce que Hérodote laisse comme témoignage à propos de ce que l'Antiquité gréco-latine va retenir comme étant les sources du Nil. De tous les Égyptiens, Libyens et Grecs avec qui je me suis entretenu, aucun ne se flattait de les connaître, si ce n'est le hiérogrammate et interprète des hiéroglyphes de Neth à Saïs en Égypte. Je crus néanmoins qu'il plaisantait quand il m'assura qu'il en avait une connaissance certaine. Il me dit qu'entre Syène, dans la Thébaïde et Éléphantine, il y avait 2 montagnes dont les sommets se terminaient en pointe, que l'une de ces montagnes s'appelait Crophi et l'autre Mophi. Les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sortaient, disait-il, du milieu de ces montagnes. Voilà. Pierre Montet, qui était un égyptologue qui a exercé dans les années, on va dire les années 20, s'est également intéressé à cette question. Et il aborde précisément cette question dans un ouvrage important intitulé « La géographie de l'ancienne Égypte » ou « La géographie de l'Égypte antique », en tous les cas, qui est la même chose quant au fond. Voici ce que Pierre Montet dit. Il existe sur la porte d'Adrien à Philae une curieuse représentation de cette haute montagne. Donc, il parle ici naturellement de la montagne évoquée chez Hérodote. Il existe sur la porte d'Adrien à Philae. Adrien, c'était un empereur romain. Et vous savez que l'Égypte antique a été subjuguée, occupée en quelque sorte par l'Empire romain, raison pour laquelle on trouve quelques vestiges romains, évidemment, en Égypte. Okay? Il existe sur la porte d'Adrien à Philae une curieuse représentation de cette haute montagne. C'est une agglomération rocheuse sur le sommet de laquelle se sont posés un vautour et un faucon. Tout en bas, le dieu Nil caché dans une grotte dont un serpent cerne le contour répand l'eau contenue dans 2 vases à libation. Tout en bas, le dieu Nil caché dans une grotte dont un serpent cerne le contour répand l'eau contenue dans 2 vases à libation. La légende précise que la montagne haute est bien dans une ville que les égyptologues appellent Senmout, qu'on ne sait pas parfaitement située aujourd'hui. Mais voilà.
La légende précise que la montagne haute est bien à Semnout. Kerti est le nom de l'eau, dit l'auteur de la stèle de la famine, qui est une stèle également importante, qui se trouve en Égypte et qui évoque une période de famine. Voilà pourquoi elle est appelée la stèle de la famine. Dans les stèles de la 19e dynastie, on dit que le Nil sort de Kerti. Écoutez bien, c'est important parce que ça va être la base de notre discussion, vous allez comprendre. Dans les stèles de la 19e dynastie, on dit que le Nil sort de Kerti. Et vous avez le groupe hiéroglyphique qui permet d'être solutionné par la convention, enfin la lecture conventionnelle qui est Kerti, parce que Kerti, c'est une lecture conventionnelle de ce thème, proposée par les égyptologues. Ce nom a parfois l'apparence d'un duel, mais il pourrait être simplement un isbé formé sur le mot Kert, on va translittérer de cette façon, qui signifie verrou, ou sur Keret, qui signifie caverne. Les inscriptions associent Kerti tantôt à Éléphantine, tantôt à Senmout. On devrait conclure qu'il désigne la portion du Nil comprise entre ces deux villes qui séparent les rapides et que la barque sacrée allait de l'une à l'autre à l'occasion des fêtes. Je rappelle également que cette note est citée par Aboubakri Moussalam, qui était un égyptologue d'origine sénégalaise, dans un ouvrage remarquable intitulé « Les chemins du Nil ». Il aborde également ces questions en introduction d'ailleurs. Et ça, c'est pour la référence si jamais vous vous intéressez à ces questions. Vous pouvez également compulser le travail que Aboubakri Moussalam, un travail relativement important, a donc conduit à publier sur ces questions. Donc, vous avez ici donc une image, l'original, et ensuite un dessin qui est proposé par Pierre Montet dans son ouvrage consacré donc à la géographie de l'ancienne Égypte. Et l'image originale provient donc d'une porte, entre guillemets, qu'on appelle la porte d'Adrien, où on trouve représentée donc cette agglomération rocheuse, au bas de laquelle se trouve donc cette divinité qu'on appelle Hapi, qui est la personnification de la crue du Nil, assise tenant deux vases de libation et entourée d'un serpent, comme vous le voyez, un serpent gigantesque qui entoure donc cette divinité. Et c'est de cette façon, en clair, que les anciens Égyptiens, tout au moins dans la période tardive, puisque Hadrien, c'est un empereur qui exerce le pouvoir romain, je crois, autour du 1er siècle de l'ère actuelle, donc c'est parfaitement récent hein, au regard de l'histoire de l'ancienne Égypte. Mais bon, c'est quand même important de savoir que encore à cette époque, les anciens Égyptiens, tout au moins ce qu'il en restait, car à cette époque, l'Égypte était déjà très, très largement colonisée, puisque ça faisait plusieurs siècles qu'elle avait perdu en fait l'initiative historique, qu'elle avait perdu sa souveraineté. Eh bien, les prêtres égyptiens avaient quand même encore en mémoire ce que disaient leurs ancêtres concernant donc les sources de ce fleuve magnifique qu'on appelle le Nil. Voilà, donc ça c'est pour que vous sachiez ce dont parle Montet, puisque quand il fait sa description, il parle donc de cette agglomération, de cette image qui figure donc sur cette fameuse porte qu'on appelle la porte d'Adrien, hein, située donc sur l'île de Philae, que nous avons d'ailleurs eu à l'occasion de notre périple en Égypte, l'occasion de visiter également. Voilà. Bon, maintenant nous allons passer à la seconde étape qui consiste naturellement à l'analyse des questions qui nous intéressent. Et pour ce faire, nous allons user donc de la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes que nous avons en abrégé appelée la méthode Kuma. Donc, voici la graphie en question, donc, qui nomme ce lieu d'où proviendraient donc les eaux du Nil. C'est une graphie proposée enregistrée tout au moins par Pierre Montet. Donc, elle est authentique, ça je tiens quand même à le dire, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'elle est translittérée Kerti, voilà pourquoi Pierre Montet propose de la lire Kerti, d'accord? Mais sachez que c'est une convention, puisque le propre des translittérations sont précisément d'être conçues comme une convention et qui permet simplement aux égyptologues de pouvoir vocaliser en fait certains thèmes, certains mots qui seraient donc issus du lexique pharaonique. Voilà, donc c'est une graphie relativement simple, vous voyez, les signes sont relativement simples, relativement connus. Les déterminatifs indiquent qu'il s'agit de lieux, en fait, donc d'un lieu, mais il y en a deux, donc c'est deux montagnes en réalité, donc deux cavernes pour être plus précis, qui sont appelées Kerti. Voilà.
Donc, la première chose qu'il faut faire, naturellement, quand nous questionnons, quand nous prétendons, disons, procéder à une lecture analytique, c'est de questionner les homographes qui donnent le sens de cette graphie d'ailleurs, puisque, comme vous l'avez sans doute déjà compris, Pierre Montet rappelle dans sa note euh, qu'il s'agit en fait d'une caverne, une grotte en fait, ou de deux cavernes, de deux grottes, tout au moins de deux montagnes. Voilà. Et vous avez donc en fait les motifs qui conditionnent le fait que ces sources du Nil soient identifiées à des cavernes. En fait, ce sont des mots égyptiens qui s'écrivent donc de cette façon. Ici, j'ai proposé deux graphies, mais en fait, c'est le même thème, c'est la même graphie qui s'écrit différemment, simplement en fonction du déterminatif qui peut changer. D'un côté, vous avez un déterminatif qui représente un cercle, de l'autre, un déterminatif qui représente une sorte d'enclos, qui est le thème de la maison en égyptien pharaonique. Voilà. Alors, la première graphie, celle du haut, a pour sens cavité, grotte, serrure clôturée. La seconde a pour sens grotte, caverne. Mais dans tous les cas, on comprend qu'il s'agit d'un espace circonscrit, en quelque sorte, identifié donc à une caverne ou à une grotte. Bon. Si vous observez donc ces trois graphiques que nous avons à l'image, vous pouvez effectivement remarquer qu'il s'agit en fait d'homographes, c'est-à-dire des graphiques qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens, en quelque sorte. Quoique dans ce cas précis, en fait, le sens est le même. Parce que quand je dis QWERTY, en réalité, je suis simplement en train de procéder à la lecture conventionnelle de la graphie. Parce que j'aurais pu dire les deux cavernes, en réalité, les deux grottes, voilà, ou les deux clôtures, les deux serrures. Ça reviendra au même quant au fond, vous le verrez. Mais au fond, ce que je veux dire ici, c'est que le sens effectif de cette graphie est donné par l'idée cavité, l'idée grotte, l'idée serrure ou l'idée clôturée. Donc, on se sert en réalité donc, de ces homographes pour le comprendre, puisque les homographes, en réalité, soutiennent le sens générique qui est affecté donc, à ce thème qui consiste à nommer les fameuses sources du Nil, qui seraient donc identifiées à deux montagnes ou à deux cavernes ou à deux grottes. Voilà. Donc, une fois que nous avons identifié la chose, nous passons maintenant à la lecture analytique. Puisque nous avons un inconnu, l'inconnu pour nous, c'est quoi? L'inconnu pour nous, c'est la cavité, la grotte, la serrure ou le verbe clôturer. Nous ne savons pas tout à fait comment la chose se phonétise, comment la chose se vocalise au sein des langues africaines. Par contre, cette graphie qui donne le thème des sources du Nil a un homographe qui lui est relativement aisé à questionner puisqu'il s'agit simplement du nom de la grenouille. D'accord? Je répète, il s'agit d'être attentif. Je vais détailler la graphie peut-être pour ceux qui découvrent le fait, qui ne savent pas tout à fait pourquoi je parle ici d'homographe. Le thème de la cavité, disons que c'est un mot au féminin, quoiqu'il s'agisse aussi d'un verbe. Pour ce qui concerne les dictionnaires égyptologiques, notamment le Wörterbuch, il y ajoute l'idée de clôture. Mais on comprend que le fait de fermer, de mettre un cadenas, une serrure, renvoie à l'idée aussi de clôturer. Mais en réalité, ici, c'est un substantif, ce n'est pas un verbe. Puisqu'on remarque la désinence, c'est-à-dire la terminaison du féminin qui est rendue ici par ce qu'on appelle habituellement une galette de pain. Et ensuite, vous avez le déterminatif qui est le cercle. Mais avant ces deux signes que je viens de rappeler, c'est-à-dire la galette de pain, le déterminatif, vous avez trois signes. C'est-à-dire un signe qui se rapporte à l'idée colline, donc qui représente une colline, disons une montagne, une colline ou une dune, dépendamment des auteurs. Et la chose est pour indiquer en fait un relief rocheux, en quelque sorte. Et vous avez le signe classé D21 qui représente, disons, une bouche, on va dire la chose de cette façon. Et ce sont ces signes qui sont repris tels quels, comme vous le voyez, pour nommer la grenouille. D'accord? Pour nommer la grenouille. La grenouille, c'est le même signe qui renvoie à une colline, les deux signes qui décrivent une bouche et le déterminatif qui représente la grenouille. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec assurance qu'il s'agit effectivement d'un homographe pour le thème de la cavité ou de la grotte. Ce d'autant plus qu'au niveau de la translittération, le rendu est également identique, à la différence que pour ce qui concerne la cavité, il y a un T qui représente la désinence du féminin, c'est-à-dire la terminaison du féminin. Donc, ce sont des mots identiques. Ceci veut dire quoi? La conséquence de ceci, c'est quoi? La conséquence de ceci, c'est que, puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, eh bien, nous avons l'assurance que lorsque je nomme la grenouille, écoutez bien, lorsque je nomme la grenouille, je suis en train de nommer cette fameuse cavité, cette fameuse grotte qui fournit le thème, en quelque sorte, des sources du Nil.
Donc, le rapport est immédiat. Puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, eh bien, des homographes produisent des homonymes ou des homophones, si vous voulez. Puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons, cela signifie que les homographes, c'est-à-dire des graphies qui utilisent les mêmes signes, vont produire les mêmes sons, c'est-à-dire des homophones, autrement dit des mots qui se prononcent de la même façon. C'est une égalité évidente, mais je tiens quand même à le rappeler. C'est certainement évident pour ceux qui ont l'habitude maintenant de la lecture analytique, mais enfin, peut-être pour ceux qui découvrent la chose, ça peut paraître un peu compliqué. Et quant au fond, bien sûr, quand je l'ai dit de cette façon, j'espère que les choses sont plus claires. Donc, l'avantage de cette démarche est la suivante. Nous devons procéder un peu comme une équation mathématique. Nous avons une inconnue que nous devons résoudre. C'est le nom des sources du Nil, d'après les textes égyptiens, translittérés Kerti. Ce nom a un homographe. L'homographe, c'est le nom de la grenouille. Nous savons comment s'appelle la grenouille, évidemment au sein des langues africaines, mais surtout, l'avantage du fait, dans ce contexte, c'est que nous savons comment le copte solutionne cette graphie. Le copte, qui, comme j'aime à le rappeler, est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Le copte, c'est une langue aujourd'hui morte, mais qui est réputée être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Donc, cette graphie en copte est lue Kérour. D'accord? Grenouille. C'est comme ça qu'elle se lit. Cette graphie en copte est lue Kérour. Alors, Werner Michel, qui en 1983 a publié un dictionnaire important, le dictionnaire étymologique de la langue copte, est partisan du fait que l'ancien égyptien, c'est une langue sémitique. C'est la raison pour laquelle, lui, naturellement, il oriente ses correspondances vers les langues sémitiques. Et pour justifier de ce nom, il dit que, en fait, il s'agit d'une onomatopée qui entre dans les composés arabes karat, kirat ou kurat pour signifier la grenouille. C'est-à-dire, autrement dit, qu'il s'agirait du son que produit la grenouille. Ce qui n'est pas faux quant au fond, vous verrez, parce que quand je vais questionner le fait du point de vue des langues africaines, vous allez comprendre que les anciens Égyptiens sont dans une description vraiment absolue des faits. C'est-à-dire même les noms qu'on donne, pour ce qui concerne les langues africaines tout au moins, à certains animaux, relèvent aussi du son qu'ils produisent, car, vous le savez, les noms ne sont que des vibrations en quelque sorte. C'est-à-dire, l'objet concret, autrement dit la grenouille que nous voyons, n'est que la matérialisation d'une vibration. C'est une vibration qui prend cette forme-là. Et le son que produit l'animal est censé rendre compte du son de la vibration en quelque sorte. C'est la base même de ce qu'on appelle, j'allais dire, la religiosité, la spiritualité des peuples kémites, tout au moins pour ce qui concerne l'énoncé au niveau du verbe, de la parole, évidemment lié aux hiéroglyphes. Bon. Donc, pour éviter trop de digressions et me maintenir concentré sur ce qui est intéressant, je dis que le nom des sources du Nil a un homographe. Cet homographe, c'est le nom de la grenouille. Les homographes donnent des homophones. Ça veut dire que lorsque j'appelle la grenouille, je suis en train d'appeler ce lieu qui nous intéresse. C'est ça l'équation immédiate. Maintenant, je sais comment le copte appelle la grenouille. Kérour. D'accord? Werner Michel nous dit que, en fait, c'est une onomatopée qui entre dans les composés arabes karat, kirat ou kurat. Donc, il pense que c'est la solution pour cette graphie. Rappelons une chose concernant le copte. J'ai dit que le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Maintenant, je vais citer une auteure, Lilia Samburger, qui en 1928, qui était une linguiste, je pense que vous la connaissez, j'en ai souvent parlé, écrivait ceci dans un mémoire consacré donc aux relations que le copte entretient avec les langues négro-africaines. Elle dit ceci, Lilas. Elle dit, en effet, les diverses langues africaines représentent les dialectes égyptiens apportés à des époques différentes par des individus originaires de régions différentes. En effet, les diverses langues africaines représentent les dialectes égyptiens apportés à des époques différentes par des individus originaires de régions, c'est-à-dire de régions en Égypte, différentes. Tous les éléments sont égyptiens, mais il y a eu superposition de couches dialectales, emprunts, influences étrangères à la région d'origine. Le mandé moderne, c'est-à-dire les langues mondaines, le mandé moderne présente des mots dont l'origine égyptienne est certaine, mais qui ne figurent pas dans les dictionnaires coptes. Ces vocables peuvent être des survivances d'une forme d'égyptien plus ancienne que le dialecte copte
qui a fourni le système morphologique ou bien être des emprunts. Une étude plus approfondie permettra de trouver la solution des problèmes de ce genre, mais ce sera en partant de l'Égyptien que l'on évitera les erreurs. Naturellement, c'est ce que nous tentons bien modestement de faire à la suite de l'Ilias dans le cadre de l'école des scribes, lorsque nous questionnons précisément les origines subsahariennes des anciens Égyptiens et les accointances finalement que les caractères sacrés égyptiens entretiennent avec les langues qui sont actuellement parlées au sud du Sahara. Pourquoi j'introduis cette note? C'est pour simplement rappeler que le copte est une langue négro-africaine parmi d'autres. Okay? Qu'il existe des mots en égyptien pharaonique qui ne figurent pas dans les dictionnaires coptes. Ce qui veut dire, effectivement, que le copte, c'est une langue parlée en Égypte comme il y en avait d'autres. Mais en réalité, le copte, pour en parler, pour que vous sachiez ce que c'est, apparaît dans la vallée du Nil autour du IIIe siècle. Donc, c'est relativement récent. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le copte a une affinité, j'allais dire, une proximité évidente avec le grec, puisque même pour rendre compte de l'alphabet copte, hormis 6 ou 7 lettres, on utilise les lettres de l'alphabet grec. Okay? Bon. Donc, ça veut dire que le copte, c'est déjà une sorte de, entre guillemets, créole. Je le dis simplement pour me faire comprendre. C'est-à-dire une langue qui a été élevée à un certain moment dans la vallée du Nil pour satisfaire un certain nombre de préoccupations, pour satisfaire un certain nombre de préoccupations qui étaient évidentes, puisque à cette époque, la vallée du Nil connaissait un afflux massif. Bon, c'était même déjà tardif, car au fond, déjà, bien avant cela, il y avait déjà eu un afflux massif d'étrangers qui, naturellement, avaient le besoin de parler pour se comprendre. Donc, il y a eu comme ça une sorte j'allais dire, de dynamique qui a conduit donc à la naissance, à l'apparition en quelque sorte de cette langue qui a disons, entretenu une certaine proximité avec les mots même des anciens Égyptiens, avec la langue des anciens Égyptiens, c'est une évidence. Par contre, il y a plusieurs mots égyptiens qui n'existent plus en copte. Et cette note d'Elias Somberger permet également de rappeler que, évidemment, le malinké, le bambara, pour ce qui concerne notamment les langues du mandé, sont évidemment plus anciens. Ce sont des langues beaucoup plus anciennes que le copte, évidemment, et qui ont une proximité beaucoup plus immédiate avec l'égyptien pharaonique. Ça, je pense que je l'ai suffisamment dit souvent, et peut-être qu'aujourd'hui, ce sera encore une fois l'occasion vraiment de le démontrer. Voilà, une fois que j'ai dit ça, maintenant nous arrivons aux solutions. Quand le copte dit Kérour, pour lire cette graphie, en réalité, c'est un mot africain, on le voit d'après les solutions que je suis en train d'apporter maintenant. Et ces solutions traversent toute l'Afrique. Et ici, je mobilise non seulement les langues soudanaises, évidemment, donc du Soudan occidental, mais bien évidemment les langues de la région dite bantou, puisque vous savez que, en fait, ces deux espaces, en quelque sorte, appartiennent à une même famille de langues, qu'on peut appeler la famille de langues soudano-bantou ou la famille de langues Niger-Congo, indépendamment des auteurs. Ils utilisent ces formules pour rendre compte de cette idée. Mais dans cet espace, on parle la même langue. C'est ce que je suis en train de dire. Et on le voit notamment à travers l'expression qui renvoie au nom de la grenouille, qui est le thème égyptien même, d'après les solutions même fournies par la translittération telle que vous le voyez. Donc, en lori, par exemple, qui est une langue dite bantou, on dira kwar. C'est ça que le copte traduit par kérour. Ce n'est qu'une forme singulière et tardive de cette manière de nommer la grenouille qui est une manière récurrente en Afrique. Et si vous avez l'oreille, vous verrez que c'est aussi le son, en quelque sorte, que nos ancêtres tentent de reproduire ici. C'est le son que produit la grenouille lorsqu'elle coasse, en quelque sorte. C'est son nom, mais c'est aussi le son qu'elle produit. Voilà pourquoi Vichil croit voir cette onomatopée dans l'arabe, qui n'est qu'une langue, évidemment, qui observe une proximité avec certaines langues africaines, mais on ne peut pas considérer, à partir de ce simple fait qu'on trouve ici l'égyptien pharaonique comme une langue qui aurait appartenu ou qui appartiendrait dans cette famille de langues nébuleuses, finalement, qu'on a appelé le chamito-sémitique ou l'afro-asiatique. Enfin, j'en ai souvent parlé, puisque je sais que la plupart d'entre vous ont souvent assisté à nos séances, donc je ne vais pas insister sur les motifs qui me font dire que l'afro-asiatique, c'est une construction de l'esprit, que dans les faits, c'est une famille de langues qui n'existe pas. Du simple fait qu'on n'a jamais su reconstituer l'ancêtre dialectal commun, c'est tout. Voilà, ça suffit. Et c'est un argument qui a d'ailleurs été porté par Théophile Obenga,
qui en parle à suffisance pour que je n'ai plus moi ensuite à insister sur ces faits. Donc, en Yoruba, on dira akere, c'est la grenouille. En Nani, en Côte d'Ivoire, c'est kere, c'est le crapaud, parce que le R devient un L, c'est une règle de correspondance usuelle. En Djowoulou, on dit kuru, c'est la grenouille. En Malinké, kere kereba, escargot. Alors, je vais vous dire une chose maintenant qui est très importante. Vous allez observer que je ne vais pas toujours nommer la grenouille. Pour un fait simple, vous devez savoir comment les anciens Égyptiens réfléchissent, comment ils organisent la pensée. Parce que vous devez savoir que les graphies, en tout cas pour ce qui concerne les animaux en particulier, participent d'une nomenclature en quelque sorte. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez en déterminatif la grenouille que ce sera toujours la grenouille dans le rendu des mots pour ce qui concerne les langues africaines. Mais vous verrez que tous ces animaux, entre guillemets, que je vais appeler, ont une caractéristique particulière qui les fait rentrer dans une même famille. Et c'est cette famille que le scribe est en train de cibler. Quoi qu'il détermine la graphie par la grenouille, il est en train de procéder à une nomenclature, c'est-à-dire à une classification des êtres dans la nature. C'est ce que vous allez comprendre. Parce que tout ce que je vais nommer comme animal ici, entre guillemets, participe d'un même principe. Vous allez comprendre. OK? Donc, en malinké, kere kereba, escargot, mais c'est le nom là que vous voyez ici. Même si le déterminatif, ce n'est pas un escargot, sachez que c'est son nom. Parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'escargot et la grenouille ont des affinités remarquables. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus que cela d'ailleurs, quant au fond. En Maoka, on dit kete pour dire escargot. En Zanakikuru, c'est l'escargot. En Walokere, c'est le kori, qui est un mollusque en quelque sorte. Une coquille, un mollusque en quelque sorte. Voilà, donc c'est du même registre, vous le verrez. Gourou, ici ce sont des langues, la zone d'Ogon. On dit Keru, c'est le kori, c'est ce mot que le copte reprend. Hein, si vous êtes attentif, c'est cela. En Wolo, c'est Kere pour dire le kori. En Swahili, Kete. Hein, le R devient un T, règle de correspondance usuelle. C'est également le kori. En Bukuzu, on dit Hutu pour dire la tortue. Et je le dis encore une fois, vous verrez, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une tortue en forme de déterminatif ici que ce n'est pas son nom, c'est son nom, mais rendu par la grenouille parce que la tortue a une classification du point de vue des nomenclatures qui permettent une assimilation avec la grenouille. Voilà pourquoi le script procède de la sorte. En Guéré, on dira kere, grenouille, en Olunganda. Donc vous voyez que certaines langues ont le mot même, hein, c'est-à-dire notamment les langues de la zone dite Bantou, quand à l'Oluganda, c'est-à-dire langue parlée en Ouganda, je dis kere, c'est ce mot-là qui est rendu par cette graphie. En Massab, on dit kele, la grenouille, Bambara, kele kele, escargot, kere kete, escargot, kete, escargot, ou côté, escargot, hein, en Bambara. En Douma, on dit li, koto, pour dire la grenouille, Tomboso, kele, etc., etc., vous le voyez. En Teke, kuru, c'est la tortue, Bambara, kura, c'est la tortue. En Zinza, keri, grenouille, Rukiga, kere, c'est la grenouille, Pende, kole, c'est escargot, Wolof, côté, coquille, mollusque, autrement dit, objet apparenté au kori. Bambara, colon, c'est le kori. Je rappelle que c'est le R qui se réalise en L. En mandinka, on dit kurung, c'est le kori. En malinké, kurung, c'est le kori. En koyo, kuru, c'est la tortue. Donc, vous avez ici, en quelque sorte, des solutions qui participent de la lecture effective de cette graphie. Des solutions qui participent de la lecture effective de cette graphie. Et on voit bien l'affinité remarquable que cette graphie, évidemment, observe avec les langues subsahariennes, ce qui permet cette revendication qui consiste pour nous à rappeler que le copte, pour ce qu'il est, n'est qu'une manifestation tardive d'une langue négro-africaine. Parce que moi, je classe à raison, par exemple, des langues comme le guadeloupéen, le martiniquais, le réunionnais parmi les langues africaines. Ça, je pense que je n'ai pas besoin d'en faire ici la démonstration. Donc, ce n'est pas parce qu'on trouve dans ces langues quelques mots français, anglais, espagnol, je ne sais quoi, qu'on va imaginer que le guadeloupéen, c'est une langue indo-européenne. Ce serait vraiment absurde. Je pense que vous comprenez le fait. Donc, ce n'est pas parce que dans le copte, on trouve quelques mots grecs, etc., qu'on va ensuite imaginer qu'il s'agit d'une langue indo-européenne, ou ce n'est pas parce qu'on trouve quelques mots, éventuellement, qu'on retrouve par ailleurs en hébreu, en arabe, ou je ne sais quoi, en assyrien, en acadien, etc., qu'on dira qu'il s'agit d'une langue sémitique. Non, non. Okay? Le fond de la pensée est typiquement subsaharienne. Je pense que vous l'avez compris, donc je n'insisterai pas davantage. Donc, voici pour ce qui concerne donc les solutions, la lecture effective. Et si vous suivez ma pensée initiale, qui consiste à dire que si je nomme la grenouille, je suis en train de nommer la source du Nil. D'accord? N'oubliez pas cela, parce que c'est l'intérêt en réalité de cette démarche. Car nous avons un objectif lorsque nous procédons de la sorte. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent rappelé qu'il n'est pas question dans une
une approche analytique comme celle-ci, d'imaginer qu'il faut passer un temps absolument fou à questionner les dictionnaires. Parce que les Africains parlent, et les langues africaines, il y en a un certain nombre, quand on les compte, tout au moins, telles qu'elles peuvent être recensées. Donc, il n'est pas question de passer beaucoup de temps à rechercher comme ça des mots, parce qu'on peut se noyer dans cette mer de mots. Ce qui importe, c'est d'avoir une méthode, en quelque sorte, c'est-à-dire un objectif lorsque vous engagez un exercice comme celui-ci. Ne perdez jamais de vue ce que vous êtes en train de chercher. Voilà. J'aurais pu limiter cette sortie à quelques mots en réalité, mais un exercice comme celui-ci, et notamment pour ce qui concerne l'approche analytique, l'intérêt aussi de la démarche, c'est de montrer que les peuples africains parlent la même langue. Parce que les Bambara ne savent pas nécessairement qu'ils nomment l'escargot comme ailleurs on nomme la grenouille. Quand ils verront qu'en réalité, nos ancêtres, qui sont à la fois Bambara et à la fois Swahili, etc., procédaient par une nomenclature. Parce qu'ils étaient tous à la même école, la pensée symbolique est la même. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop avait parfaitement raison lorsqu'il énonçait ce qu'il a appelé l'unité culturelle des peuples subsahariens, des peuples négro-africains. C'est cela aussi, c'est la raison pour laquelle j'étends comme ça les correspondances à plusieurs langues pour montrer que ça couvre absolument toute l'Afrique subsaharienne. Mais dans l'exercice analytique, quand au fond, je n'ai pas besoin. Une ou deux sorties me suffit parce que le COP n'a qu'un mot. Voilà, donc je peux me limiter aussi à cela. Mais puisque nous sommes dans une approche aussi de démonstration, parce que on peut trouver des personnes qui disputent le fait que la civilisation égyptienne soit une civilisation négro-africaine. Et ma foi, en le disant, je sais très bien que ce fut l'œuvre essentielle du professeur Cheikh Anta Diop que de démontrer le fait que cette civilisation était une civilisation typiquement subsaharienne. Mais puisque tout le monde n'a pas lu Cheikh Anta Diop, et que peut-être comme ça, des personnes viendront à suivre cette communication en passant comme ça, eh bien, il faut qu'ils sachent quel est l'intérêt de cette démarche et pourquoi j'insiste sur l'unité culturelle qui permet effectivement de gommer ces barrières qui sont des barrières artificielles, qui sont principalement élevées non seulement par le fait de l'ethnographie coloniale, c'est-à-dire la colonisation, mais aussi par l'ignorance, et perpétuée par l'ignorance des peuples africains qui aujourd'hui veulent évoluer dans des espaces qui ne correspondent absolument pas à leur ère culturelle, tout au moins à la dimension que peut exiger la culture qu'ils ont dans l'esprit. Parce qu'on serait très vite à l'étroit dans un territoire comme le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, que de vouloir s'exprimer pleinement dans tout ce que la langue sait, précisément, parce que ça ne suffirait pas. L'Afrique appartient à tous les peuples africains. Il faut vraiment avoir cette démarche pour bien saisir l'intérêt de cette méthode, finalement, que je tente comme ça de faire prospérer dans le domaine des humanités classiques africaines. Voilà. Donc, voici pour les mots. J'espère que vous les avez enregistrés. Alors, ce que c'est... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Ce que ces animaux, entre guillemets, que je viens de nommer, ont en commun, c'est leur rapport à la sexualité. Vraiment, vous devez comprendre ça. Voilà la nomenclature. Voilà pourquoi mettre comme déterminatif la grenouille suffit. Parce que je peux nommer ensuite la tortue par ce moyen. Je ne suis pas dans une erreur. Parce que les scripts sont dans la description même de l'objet, du point de vue de ce qu'il a de singulier. C'est ce qu'on appelle une classification en quelque sorte. OK? La grenouille a ceci de particulier qu'elle peut changer de sexe au cours de sa vie. L'escargot est hermaphrodite, ça je pense que vous le savez. C'est-à-dire que, enfin, je pense que vous le savez, je n'ai pas besoin d'aller dans le détail. La tortue a la capacité de changer de sexe au cours de sa vie. Évidemment, les coris, les mollusques, etc., c'est même ce qu'ils font oui, évidemment, pour se multiplier, c'est ce qu'ils font. Donc, la capacité de changer de sexe au cours de la vie. Donc, on peut naître mâle et devenir femelle. D'accord? Et éventuellement vice-versa. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous trouvez, par exemple, cette divinité qu'on appelle Hapi, représentée de cette façon, c'est-à-dire androgyne, à la fois ayant des caractères masculins et des caractères féminins. C'est pour ça que nos ancêtres insistent justement sur ce type de représentation, parce qu'ils veulent attirer l'œil sur quelque chose de singulier en relation avec les sources du Nil, en relation avec le Nil même, puisque vous savez que Hapi, en tant que divinité, personnifie l'inondation. OK? Donc, le lien, le point commun que tous ces animaux, je dis animaux parce que je ne sais pas comment nommer autrement tout ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire en passant par les coris, etc., voilà, je considère que ce sont des êtres dans le vivant, je dirais animaux, je mettrais des guillemets, eh bien, ce qu'ils ont en commun,
commun, c'est leur rapport à la sexualité qui est singulière, c'est-à-dire une sexualité singulière. La grenouille peut changer de sexe au courant de sa vie. L'escargot est hermaphrodite. La tortue change de sexe au cours de sa vie. Et évidemment, les courus, les mollusques, ils changent de sexe au courant de leur vie. Okay? Et c'est ce trait singulier que le scribe met dans la graphie pour nommer la grenouille. C'est ce trait singulier que le scribe met dans la graphie pour nommer la grenouille qui renvoie aux sources du Nil, d'après les correspondances homographiques que je viens de rappeler. J'espère que ce que je dis est clair. Si c'est clair, on va procéder. Maintenant, ce n'est pas parole d'évangile, bien évidemment, car puisque la démarche est scientifique, il faut toujours apporter la preuve de ce qu'on dit. Et nous avons la chance que la lecture analytique, la méthode Kuma, a ceci de particulier, qu'elle s'attache précisément à apporter des preuves de ce qu'elle avance comme solution de lecture. Ici, vous avez donc deux graphies qui sont des homographes. 1, 2. La première désigne cavité, grotte, serrure, clôturée, ou clôture si vous voulez. La seconde, c'est la grenouille. Nous venons de solutionner la grenouille. Nous venons de solutionner le nom de la grenouille et apparenté. Quand je dis apparenté, c'est-à-dire les animaux qui ont une sexualité singulière, c'est-à-dire la capacité de voir au cours d'une même vie un échange de sexe ou d'avoir cette capacité de s'auto-féconder. C'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas parce que je passe rapidement sur ces questions, car je ne peux pas aller quant au fond sur ces questions. Dans un exercice comme celui-ci, ça prendrait beaucoup de temps et j'imagine qu'on n'a pas tous même les mêmes outils pour comprendre précisément de quoi il s'agit, puisqu'il y a un aspect ésotérique, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Mais ce que j'ai dit comme ça en passant vous suffira pour vraiment avoir la perspective des faits. Ça vous permettra vraiment de vous situer quant à la dimension que les anciens Égyptiens donnent à ce qu'ils appellent les sources du Nil. Bon. Donc, vous avez ici deux graphies qui sont donc des homographes. D'un côté, le thème pour la cavité, la grotte, la serrure, la clôture, de l'autre, la grenouille. J'ai dit que ce sont des homographes, j'espère que je n'ai plus à expliquer pourquoi, parce que je l'ai fait tout à l'heure. D'accord? On observe quoi? On observe que, à la description maintenant du vocabulaire, puisque je ne savais pas jusqu'ici comment on disait cavité, grotte, serrure, et que le nom de la grenouille, puisqu'il me fournit un vocabulaire, me permet d'ancrer mon vocabulaire dans une manière de dire la chose, vous verrez que pour ce qui concerne l'idée cavité, grotte, serrure, c'est exactement le même mot. Voilà pourquoi ce sont des homographes. Parce que les mêmes signes produisent les mêmes sons. C'est une logique vraiment implacable, indiscutable. Quoique, on est toujours ouvert à la discussion, évidemment. Mais je pense que chacun comprend pourquoi je le dis avec force et détermination. D'accord? En Djalonké, on dit kore, c'est le cercle. C'est le déterminatif que vous trouvez ici. Le cercle, c'est l'idée d'encercler, d'entourer. Donc, nous sommes dans l'idée de clôture, de toute façon. En Djalonké, on dit korong, pour dire la roche, c'est-à-dire la cavité ou la grotte, si vous voulez. Chez les Dogons, en général, koro, ça veut dire encercler, entourer. En malinké, c'est kuru, pour dire la montagne, la colline, c'est-à-dire la grotte, etc. Parce que vous savez que les montagnes, évidemment, les roches sont évidemment liées aux montagnes qui elles-mêmes sont liées aux cavités, aux grottes. Donc, je n'ai pas besoin, moi, d'aller dans le détail. En malinké, on dit kuru. C'est encore le même mot pour dire courber, plier. Donc, idée d'encercler, d'entourer. On dit kori, pour dire entourer, faire le tour. D'accord? D'où le déterminatif que le scribe choisit effectivement pour s'assurer que la personne qui lit cette graphie ne se trompe pas. D'accord? Et vous voyez, en dessous, j'ai repris ici quelques sorties pour ce qui concerne le nom donc, de cette fameuse grenouille et apparentée. En Gwere, c'est kere, la grenouille, Jowolu kuru, grenouille, Yoruba akere, grenouille, malinke kurum, kori, Aluluganda kere, la grenouille, kirundi, c'est-à-dire Burundi, c'est kere, c'est la grenouille, Bambara kura, c'est la tortue, Djalonké kura, c'est la tortue. J'aurais pu rajouter le bassa, on peut dire Nkul, c'est la tortue, etc. Enfin, dans les langues africaines, ce sont les mêmes mots. Je pense que ceux qui parlent les langues ici n'auront aucune difficulté à rencontrer le fait, pour moi, simplement d'indiquer quelques mots parce que ceci suffit quand on sait que nous parlons la même langue. Et de toute manière, je suis partisan pour que nous ayons ce choix à faire à un moment donné pour qu'on puisse, dans une communication comme celle-ci, parler en bambara ou malinké ou peul ou swahili, peu importe. On saura toujours le décider le moment venu, plutôt qu'en français. Ça me paraît quand même logique. Mais bon, l'époque est celle-ci que on fera comme chez Kanta Diop, mesures conservatoires, hein, en attendant des évolutions. Sur ces questions, on va parler en français. D'accord, donc, vous voyez que c'est le même mot. Hein, c'est ce qui est intéressant quant au fond, puisque
on peut observer que la cavité, la grotte, la serrure, la clôture partagent son même nom avec la grenouille. Vous le voyez, d'accord? Je n'ai pas besoin d'insister davantage. Je pense que c'est clair. Voici. Je ne vais pas aborder cet aspect dans le détail, mais je tiens quand même à rappeler, parce que vous devez savoir que ça, je le sais. Et je le sais, je vais partager avec vous. En bambara, kurum, le mot que je suis en train de prononcer depuis tout à l'heure, c'est le nom de la pirogue, de la barque. C'est le nom que les bambara donnent à l'arche. Mais c'est un aspect que je ne veux pas aborder aujourd'hui, mais qui est éminemment lié à ce que je suis en train de dire, puisque nous parlons des sources de l'eau. D'accord? L'arche de Pharaon, c'est le nom que les bambara donnent, les bambara marinké. Il y a d'autres noms, mais puisque je ne peux pas passer ici et vous laisser le sentiment que c'est complet, non, je suis ici en train de passer rapidement sur des questions très profondes. Vous devez quand même le savoir. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont mieux dotés sur ces questions que d'autres comprendront exactement ce que je suis en train de dire. Et pourquoi je peux pas aller dans le détail? Parce que si je rentre dans le détail, plutôt que de faire 1h30, éventuellement 2 heures au maximum, on sera encore ici à en parler pendant des semaines. Ça, je peux vous le dire, parce que toute la science, précisément, j'allais dire cosmologique ou cosmogonique ou sociogonique des peuples soudanais repose sur ces questions que je suis en train de rappeler ici, en réalité. Donc, je ne fais que passer, moi, sur des sujets très importants, mais je ne pouvais pas ignorer, parce que je dois quand même marquer le pas, vous dire que ça, on sait ce que c'est précisément, mais puisque nous sommes dans une communication qui est évidemment publique, et puis on ne peut pas réellement aller dans le détail, je passe. D'accord? Dans le cadre des cours, évidemment, parce qu'il y en a parmi vous qui sont avec nous en cours, vous savez très bien que, évidemment, nous allons dans le détail sur ces questions, mais dans un exercice comme celui-ci, je ne peux pas vraiment m'exercer à aller dans le détail, ce serait relativement complexe pour les personnes qui n'ont aucune connaissance même de base sur ces questions. Voilà. Donc, je préfère le dire de cette façon. Ici, vous avez donc une scène sur le fleuve Niger, qui est un grand fleuve en Afrique, vous le savez, et simplement pour rappeler que la pirogue a comme nom tous les mots que je suis en train de rappeler ici. Et la pirogue, c'est l'arche de Pharaon, c'est-à-dire le héros culturel des peuples malinké bambara, qui devient Nomo chez les Dogons, et les Nomos disent Koro, exactement. Ils disent Koro pour dire l'arche. C'est encore le nom, là. C'est encore, parce qu'en bambara, on dit Kurung, ailleurs on dira Koro, mais c'est le même mot. Hein. Les bambara, enfin, je veux dire, les Dogons sont des malinké, ils sont d'origine malinké. Donc, c'est le même peuple en réalité. Oui. Donc, ceci, c'est important pour moi de le dire sans insister. Voilà. Parfois, il y a une variante graphique. Alors, je vais quand même dire aussi quelque chose en passant, parce que, puisque j'insiste comme ça à dessein sur l'héritage immédiatement soudanais, c'est-à-dire le Soudan occidental, les peuples malinké bambara, les peuples dits bantous peuvent se sentir un peu lésés. Non. C'est seulement parce que je ne veux pas en parler ici tout. Chez les Fans du Gabon, par exemple, il existe un tam-tam sacré qui porte le nom de Nkoul. Nkoul, d'accord? Il s'appelle comme ça parce qu'il a la forme d'une pirogue, en réalité. Parce que vous devez comprendre le lien. Quand les Bambara disent pirogue ou abreuvoir, parce que c'est aussi le nom qu'on donne à l'abreuvoir, c'est-à-dire là où les bêtes vont boire. Et vous savez que là où les bêtes vont boire, ça ressemble à ce tam-tam. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce tam-tam qu'on appelle Nkoul. Hein, les peuples du sud Cameroun le connaissent très bien. Chez les Fans au Gabon, on connaît très bien. C'est un tam-tam qui est sacré de bois, d'accord, qui est creusé comme une pirogue, exactement comme une pirogue. D'accord? Donc, c'est ça le mot. C'est comme ça qu'il évolue. Et vous savez que c'est un objet très important aussi, hein, apparenté à l'arche. Mais c'est vraiment pour vous dire que, évidemment, la pensée symbolique est la même. Mais moi, c'est le temps qui me manque pour aller dans le détail, c'est tout. Mais je vous donne comme ça des orientations parce que je sais évidemment que vous pouvez aussi vous appliquer à faire des recherches pour doter ce que je ne fais que survoler ici, parce que au moins, je vais donner comme ça des orientations pour que vous sachiez de quoi on parle lorsque nous parlons de ces questions. Et c'est le nom de la tortue Nkoul. Nkoul, c'est la tortue. Nkoulou, c'est la tortue dans le sud Cameroun et pas seulement, d'accord? En Afrique, en général, c'est le nom qu'elle porte. Voilà, donc ça, c'est simplement pour précision. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle une variante graphique. Et c'est encore pour moi l'occasion de vérification, tout simplement. Parce que quand vous êtes dans la justesse de la démarche, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous avez raison, vous le savez, d'accord? Quand vous travaillez dans les hiéroglyphes, vous voyez? Parce que ce sont des images. Donc, si vous faites, si c'est faux, vous allez le savoir. Vous allez peut-être forcer pour avoir absolument raison dans vos conclusions. Vous allez comme ça tourner, utiliser les techniques de la linguistique et tout ce qu'on peut raconter pour justifier des évolutions éventuelles. Bon, hein? Mais est-ce que c'est quelque chose que je fais? Non, je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que
c'est dans la simplicité que se trouve la vérité en réalité. Parce que quand on commence à utiliser de beaucoup d'armes techniques pour expliquer des choses simples, c'est-à-dire qu'on est en train de forcer le trait. On veut avoir raison, on veut s'accaparer quelque chose qui refuse cet accaparement en réalité. Voilà pourquoi je n'utilise jamais, moi, ces formules de linguistes souvent très sophistiquées, je le dis, hein, honnêtement. Bon. Mais c'est important de s'intéresser à la matière, évidemment, mais c'est un projet qui, dans ce contexte-ci, peut laisser croire qu'on veut absolument prouver des choses. Parce que par ce moyen, certains vont vous dire que l'égyptien pharaonique, c'est une langue sémitique. Hein, et ils n'ont pas absolument tort si on se base sur les résultats qu'ils obtiennent. Je veux dire, Vichil a tout un dictionnaire là-dessus. Un dictionnaire où il fait des correspondances entre le copte, l'égyptien pharaonique et les langues sémitiques. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à ce jeu-là, chacun peut toujours user de ses armes. Non. Moi, non, le minimum. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rendre cette matière compliquée pour ceux qui découvrent. Ils doivent savoir que ce sont les langues africaines, les langues parlées par nos ancêtres. Et ce n'est pas compliqué quand on comprend. Quand vous êtes dans le paradigme et dans la pensée qui sied justement à cette civilisation, ça va tout seul. Et c'est ce que je vais démontrer ici, encore une fois. Puisque le scribe ici introduit une variante. D'accord? Vous trouvez ici deux lions qui remplacent les deux fameuses bouches. D'accord? Mais le lion, c'est un animal, hein, d'accord? Ce n'est pas seulement le... Et bien sûr, c'est dans l'absolu le représentant d'une lettre, entre guillemets, la lettre qui va devenir la lettre R. Ah, voilà pourquoi on sait que c'est encore le nom de la grenouille, parce que, voilà, il y a comme ça des correspondances qui peuvent se faire. Mais ce n'est pas cet aspect, moi, linguistique que je vais vraiment questionner. Vous allez voir ce qui est intéressant ici. Parce que ce qu'ils font ici, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le scribe introduit donc dans le nom de la grenouille à apparenter deux lions couchés. Ces lions couchés, nous les connaissons. Ce sont des sphinx qui représentent, entre guillemets, une divinité en Égypte qu'on appelle Aker. Vous trouvez ici la divinité en question qui est censée incarner les deux horizons. Parce qu'elle est représentée, c'est deux félins, disons, qui se tournent le dos. Et au milieu, on a comme ça inscrit le signe du soleil à l'horizon, en quelque sorte. Donc, ils sont censés représenter les deux horizons. Certains égyptologues disent que ces lions représentent l'un Geb, l'autre Nout. Bon, vous pouvez rencontrer comme ça les choses, ils sont dites de cette manière dans les ouvrages. Bon. Quoi qu'il en soit, on va se limiter à quelque chose de simple. Cette divinité, donc appelée Aker en égyptologie, est représentée sous la forme d'un double sphinx. D'accord? C'est cette divinité-là que vous trouvez dans la graphie en question. Les deux lions que vous voyez couchés là, ce n'est pas simplement une préoccupation d'ordre, j'allais dire, phonétique. Ce n'est pas parce qu'on pense à la lettre R qu'on fait ça. Non. Ce serait vraiment simplifier, littéralement appauvrir la pensée du scribe que de lui assigner cette perspective quand il produit un signe aussi complexe que le dessin d'un lion. Non. Il sait comment le lion s'appelle, il sait quelles sont les conclusions, etc. Il le sait. C'est pour ça qu'il procède de cette façon. Donc, ici, on va aller aux solutions immédiatement. En fait, dans le contexte, évidemment, cette divinité qu'on appelle la Aker a une graphie à elle-même qui est représentée de cette façon. C'est celle-là que je présente ici. C'est un mot qui existe dans les langues africaines. Ici, je vais citer l'Afar, qui est une langue couchitique, d'accord, parlée du côté de l'Éthiopie notamment, par quasiment 1 million d'individus. On dit Akera pour dire l'au-delà. Akera pour dire l'au-delà, d'accord? C'est-à-dire l'autre monde. Voilà pourquoi on dit que cette divinité représente les deux horizons. Hein. C'est le monde souterrain, quant au fond, d'accord? Vous verrez donc le lien avec les sources du Nil, parce que c'est évident quand on dit la chose de cette façon. En Afar, on dit Aker pour dire aboutissement, dernier. Donc, et ceci montre en réalité, parce que vous verrez que l'arabe utilise le même mot pour dire l'au-delà. On peut penser que c'est un mot qui vient de l'arabe, mais quand on est dans la description d'un mot, généralement, vous verrez les dérivés et les sources du mot au sein de la même langue. Et vous verrez qu'en Afar, on ne peut pas questionner le fait que ce ne soit pas un mot qui vient de cette langue, parce qu'il spécialise le mot à l'extrême. On dit par exemple Aker Baka pour dire le dernier né. Okay? Et vous voyez que c'est le mot que le Yoruba utilise pour nommer la grenouille. Akere. Voilà pourquoi ils utilisent ce double lion dans la graphie. D'accord? Parce qu'au sein des langues africaines, la grenouille est apparentée, se dit kere de toute façon. D'accord? Mais ici, j'ai distingué le Yoruba simplement pour que vous ayez le mot même. Parce qu'on peut encore multiplier des exemples. Moi, un exemple, cela suffit. D'accord? Donc, en arabe, on dira akira pour dire l'au-delà. Et c'est ce mot que les Grecs empruntent pour en faire l'Akéron, qui est le fleuve des enfers. Donc, si vous ne voyez pas ce rapport,
évidemment, c'est parce que les Grecs croient avoir inventé quelque chose d'inédit, les Arabes aussi, mais tout ceci vient évidemment d'Égypte. Parce que la relation entre le fleuve et l'au-delà, c'est la source du Nil. C'est les sources du Nil qui sont dans l'au-delà. Parce que c'est une perspective cosmogonique, et vous allez comprendre. D'accord? C'est ça la relation. Donc, quand les Grecs disent Acheron, qui est le nom qu'ils donnent au fleuve des enfers, c'est-à-dire au fleuve qui coule dans l'au-delà, ils pensent précisément à ces fameuses sources du Nil. C'est une corruption, en quelque sorte. Alors, je disais que c'est une corruption, en réalité, d'un mot authentiquement kémite, authentiquement égyptien. Alors, c'est une corruption d'un mot authentiquement égyptien pour le motif qu'en réalité, quand nous verrons la solution de ce thème, nous comprendrons que le sens de l'emprunt, en quelque sorte. Et certains auteurs, d'ailleurs, évoquent déjà le fait que la plupart des thèmes, tout au moins en ce qui concerne la religion des anciens Grecs, ont été empruntés à l'Égypte antique. Ceci n'est pas un mystère. Mais c'est toujours intéressant de voir le moyen par lequel cet emprunt s'est produit. Et effectivement, de retrouver en Afrique les mots qui sont à l'origine précisément de cette description au niveau de la Grèce antique. Parce que la Grèce, pour beaucoup, reste encore un objet essentiel d'admiration, ce qui peut se justifier. Mais il faut savoir que ces Grecs qu'on admire avaient des maîtres qui, eux, étaient des maîtres éthiopiens, des maîtres kémites, des maîtres subsahariens, et qu'on n'a pas toujours le bénéfice de saluer, parce qu'il y a quand même encore une source, et c'est la source qui reste finalement ce qui pour nous doit avoir un intérêt premier, ce d'autant plus que les héritiers de ces initiateurs ont été parfaitement malmenés par l'histoire récente, et ils ne savent plus tout à fait qui ils sont, où ils sont et comment justement réinvestir leur champ de connaissances et finalement leur pensée symbolique vis-à-vis de ces questions fondamentales. D'accord, qui sont à l'origine finalement de la religion, de la science, de tout ce qu'on souhaite ensuite. Mais c'est important pour moi quand même de rappeler l'intérêt d'aller à la source et de ne pas simplement se limiter à cette Grèce, parce que parlant grec, on a plus de facilité à comprendre ce qu'ils disent. Non, les hiéroglyphes, c'est un patrimoine subsaharien, nous devons nous en imprégner, justement pour restructurer nos espaces de vie, et c'est la condition même de la Renaissance africaine. Voilà, donc voici pour les correspondances. Vous voyez, Akira, c'est l'au-delà chez les Arabes. À cette solution peut se rajouter, mais je ne le fais pas ici pour ne pas être trop long, peut se rajouter le mot Hira, que les Arabes utilisent pour désigner la grotte où Mahomet a reçu, j'allais dire, les premières sourates du Coran, d'après le récit musulman. Hein. C'est une grotte à dessein, ce n'est pas une grotte par hasard. Vous devez savoir que tout ceci est lié à ce qu'on appelle un peu littéralement les sources du Nil, parce que la description de la grotte vient déjà d'Égypte et tout ceci est compris comme tel. Mais puisque je ne veux pas moi être long sur ces questions et ce n'est pas essentiel, eh bien je le dis comme ça pour que ceux qui sont peut-être qui ont quelques connaissances comme ça de l'islam et de ces récits, sachent que ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose qui est spontané comme ça vient toujours de quelque part, et l'Égypte antique, de ce point de vue, a beaucoup donné, d'accord? Sauf que ceux qui récemment sont justement porteurs de cette tradition également récente n'ont pas toujours l'avantage de rappeler qu'ils ont pu puiser à la source subsaharienne, et on comprend évidemment pourquoi. C'est-à-dire que ce n'est pas à eux de le rappeler, c'est à nous de faire le travail précisément pour restituer comme il faut la vérité historique. Voilà. Donc, Acheron, bon, je l'ai dit, hein, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai insisté moi, sur ces éléments? C'est simplement pour montrer qu'il y a plusieurs façons de rendre compte du nom de cette fameuse grenouille apparentée. On peut utiliser effectivement ce double lion qui se dit Acher, c'est une lecture conventionnelle, mais c'est un vrai mot. En afar, c'est Akera qui signifie l'au-delà. Et vous voyez que c'est encore la même solution pour la grenouille. Donc, le scribe, c'est ce qu'il fait, il est en train de parler une langue. Il est en train de se référer à une pensée symbolique bien identifiée. D'accord? Donc, cet exercice n'est valable que dans ce contexte-là. Voilà pourquoi c'est important pour nous vraiment de multiplier peut-être comme ça les exercices de lecture, justement pour montrer que tant que vous appliquez la méthode, tant que vous avez les références qu'il faut, de ce point de vue-là, eh bien, vous aurez des solutions. Parce que ça arrive tout seul. Pas besoin de faire de longs discours et expliquer des choses compliquées et retourner les mots dans tous les sens. Pas besoin de faire ce genre de choses parce que réellement, moi, je pense que la vérité s'appréhende simplement. Hein, quand c'est vrai, tout le monde voit. D'accord? C'est simple. OK. Donc, l'absolu
perspective de ceci est donnée par le Bambara. Je pense que ceux qui parlent Bambara, Malinké l'ont déjà compris jusqu'ici. C'est Kéré, hein, le sexe féminin, la vulve, le clitoris. D'accord? C'est de cela qu'on parle ici. Quant au fond. Et c'est le nom de ce fameux Kerti. On ne dit pas Kerti. Hein, c'est un duel. On ne dit pas Kerti. D'accord? C'est Kéré. Kéré en Bambara, Malinké et apparenté, pour dire le sexe féminin, la vulve. C'est ça qu'on appelle l'au-delà. C'est ça qu'on appelle les sources du Nil. Vraiment, vous devez comprendre ce que je dis, d'accord? Voilà pourquoi il y a une association immédiate avec, évidemment, l'arche. Mais même si je n'ai pas parlé de l'arche. Voilà pourquoi les Arabes disent Akira, pour dire l'au-delà. Ils parlent du ventre de la maman, du ventre de la femme. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ils parlent de la vulve, sans le dire comme ça, mais peut-être s'il y en a un jour, parmi nos étudiants qui sont arabes, ils comprendront mieux. Voilà. Quand les Grecs disent Akéron, le fleuve des enfers, ils parlent du sexe de la femme. Parce que le développement se fait à partir du nom qu'on donne à la vulve. Ensuite, on superpose des images pour créer justement la tradition et l'ésotérisme, parce qu'on veut cacher cela, évidemment, puisque c'est quelque chose d'essentiel pour bien comprendre la tradition, la spiritualité en Afrique, il faut savoir cela. D'accord? Mais nos ancêtres ont eu largement le temps, évidemment, de superposer des images comme ça pour créer une tradition, un discours général sur des questions importantes. Voilà. Puisque les traditions africaines sont, vous le savez, biomimétiques. Donc, la nature, ce qui se passe dans la géographie se passe dans l'être humain, évidemment. Donc, voici le mot tel qu'il faut vraiment l'appréhender au plus profond. Hein, ça, c'est la base à partir de laquelle on construit. Vous voyez que c'est le nom de la grenouille, c'est le nom de l'escargot. Bref, le principe de l'hermaphrodisme, si vous voulez, de l'androgynie est acquis à partir de la vulve. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands rituels isiaques en Afrique sont de cette nature. Je donnerai deux exemples que j'ai souvent cités. Chez les Bassa, c'est le corps, qui est le nom de l'escargot, hein, qui est un rituel exclusivement féminin, où rentre en ligne de compte, évidemment, le clitoris, et de manière tout à fait remarquable. Je ne ferai pas de dessin, mais c'est important de le savoir, hein, que c'est cette puissance qui est revendiquée par Isis. Chez les Bétis, c'est un rituel qu'on appelle le Mevungu. Les Bétis, c'est-à-dire les femmes et apparentés du sud Cameroun. Le Mevungu. Mevungu qui signifie littéralement, c'est Mevoul en fait, Mevoul qui signifie la toison pubienne ou le sexe de la femme. Ngoul, c'est-à-dire la force, la puissance. Donc Mevungu, littéralement, signifie la force du sexe de la femme. D'accord? Et cette force-là, c'est l'hermaphrodisme. C'est l'androgynie, je mettrai les guillemets, c'est ça. D'accord? Je suis venu de moi-même. Nana. J'en ai souvent parlé à d'autres occasions, d'accord? Donc, voilà le lien. Hein. Bon, sans être long, je pense que vous avez compris. Donc, c'est ça l'idée. Orapollon dit quelque part dans son hiéroglyphica, voulant représenter la crue du Nil, qu'ils appellent en égyptien Nun, ce qui signifie nouveau en traduction, il dessine tantôt un lion, tantôt 3 grands vases à eau, tantôt le ciel et la terre qui font jaillir de l'eau. Alors, qui était Orapollon? Je le dis rapidement. Orapollon, c'était un philosophe, on va dire, grécisant d'origine égyptienne, qui a publié autour on va dire, du 5e siècle un ouvrage important appelé Hieroglyphica, dans lequel il explique en fait le symbolisme qui se rattache à certains signes. Voilà. Dans ce texte, il dit quelque part, voulant représenter la crue du Nil, qu'ils appellent, donc ils parlent des Égyptiens, c'est-à-dire ses ancêtres, qu'ils appellent en égyptien Nun, ce qui signifie nouveau en traduction. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, parce que tout ça a un sens. Il dit que Nun signifie nouveau en traduction. C'est ce qu'il dit. Même si en copte, Nun va signifier abysse, ce n'est pas ce qu'il dit. Orapollon nous dit que Nun signifie nouveau en traduction. Il dessine tantôt un lion, tantôt 3 grands vases d'eau ou le ciel et la terre qui font jaillir de l'eau. Alors, je vais pas aller dans le détail de la description car c'est évidemment aisé à faire. C'est juste le temps, moi, qui me manque. Parce que ce n'est pas compliqué de savoir pourquoi on dessine un lion pour représenter l'inondation. Je vous l'ai dit, dans les langues africaines, c'est quelque chose qui est évident. Les 3 grands vases d'eau, ce sont les graphies usuelles pour décrire le Nun. Bon, je n'en parle pas ici non plus, ce n'est pas essentiel. Enfin, le ciel et la terre, c'est un dessin plutôt rare qu'on n'a pas souvent rencontré. Mais s'il en parle, c'est que ça a dû exister à un moment ou à un autre. Bon. Orapollon dit ceci pour ceci. Il dit ceci pour la raison que, évidemment, pour dire le Nun, c'est une graphie. On trouve représenter les 3 vases qui solutionnent la graphie en elle-même. Parce que dans les langues africaines, notamment les langues soudanaises, pour dire nouveau, c'est le nom du Nun. En Djalonké, on dit Néné, nouveau. En Mende, Nina, nouveau.
En Pélé, Nine, nouveau. En Loma, ce sont des langues mandingues, hein, d'accord? Nine, c'est nouveau. En Soussou, Néné, nouveau, neuf. En Djiri, on dit Nang, nouveau. Ce sont des langues mandingues, je le répète, d'accord? Quand Orapono dit ça, parce que les Égyptiens pensaient à cette relation-ci. Parce que si je prends par exemple le Pulaar, qui est une langue soudanaise, on dit Néné, c'est la mère, la maman. D'accord? Je prends également le Kisongye, qui est une langue bantou, on dit Nina, c'est la nourrice. Et vous savez que ce sont des thèmes récurrents dans les langues africaines pour désigner la maman. En bassin, on dit Ini, je veux dire, on dit Nia, enfant, c'est la maman. D'accord? Donc, c'est ça le Noun. Mais Orapono utilise vraiment une formule singulière qui permet de statuer sur la langue des anciens Égyptiens. D'accord? Quand il dit ça, c'est parce que les anciens Égyptiens savaient que quand on prétend dire Noun, c'est le nom de la maman. Sauf que le nom de la maman signifie aussi nouveau, c'est-à-dire renouveau, c'est-à-dire inondation, etc. Le cycle, en fait, amené par le Nil, car évidemment, tout ceci est lié. Donc, quand je dis Andjalanke, néné pour dire nouveau, je suis en train de dire Noun, en fait, parce que la structure est la même. J'espère que vous le savez. Noun, ce n'est qu'une manière singulière de dire la même chose. D'accord? Ce ne sont que des voyelles qui changent, mais c'est le même mot. Mais c'est le nom de la maman, de la mère. Bon, ça, c'est dit. Et ce n'est même pas le point sur lequel moi je voulais insister. La chose vraiment qui m'intéressait dans ce contexte, c'est les fameuses 2 cavernes. Donc, voici une manière aussi de rendre compte du thème. En hiéroglyphe, on peut écrire aussi de cette façon. On dit les 2 cavernes. Les 2 cavernes, translittérées toujours évidemment Kerti, d'accord? Bon. Cette graphie, par sa structure et par le vocabulaire que j'ai mobilisé depuis tout à l'heure, renvoie aussi à l'idée de nouveau. Donc, même quand je ne dis pas Noun et que je dis Kura, par exemple en Bambara, je suis aussi en train de dire nouveau. Ça veut dire que c'est la pensée symbolique qui doit primer dans l'exercice analytique. Vous devez savoir que les graphies, c'est une chose, évidemment, qui permettent d'entrer en matière, mais les correspondances qui sont à faire s'émancipent quelquefois des correspondances immédiates. Parce que si vous ne savez pas que les 2 cavernes-là, c'est le Noun, vous n'allez pas comprendre pourquoi en Bambara, on dit Kura, nouveau. Parce que c'est le nom de la tortue. J'espère que vous comprenez la pensée qu'il y a derrière. Si je dis Noun et que je prétends que cela signifie nouveau, c'est vrai pour la structure N, voyelle N, c'est-à-dire Noun, Néné, etc. On l'a vu tout à l'heure. Mais le Noun et les 2 cavernes, c'est la même chose, c'est-à-dire l'au-delà, le fleuve des enfers. C'est exactement la même chose. Voilà pourquoi, en Bambara, je ne dis pas Noun ou Néné pour dire nouveau. Je dis Kura, parce que je parle toujours de la même chose, c'est-à-dire des eaux primitives. C'est la raison pour laquelle Platon, dans le Timée, Platon qui a été à l'école, comme vous le savez, à Héliopolis, c'est-à-dire à l'île du Soleil, il dit Kora pour nommer précisément le Noun, la nourrice. Lui, il utilise le mot Bambara. Il dit Kora. Il appelle cet espace cosmogonique Kora, nourrice. Et je rappelle que c'est un nom, encore aujourd'hui, que les Africains utilisent pour désigner notamment le fleuve Niger, qui est le plus grand fleuve du côté du Soudan occidental, ou en Naoussa, par exemple, on dit Akwara pour dire le Niger. En Bilène, du côté de l'Éthiopie, on dit Koura pour dire le fleuve. Sonenke Kore, c'est large. En Kanouri, Koura signifie grand, ample, etc. OK? Donc, je voulais quand même amener ceci pour valider aussi l'aspect vraiment, je vais dire, riche, la richesse en quelque sorte des thèmes développés par les anciens Égyptiens. Et que quand je ne dis pas le Noun, parce que souvent, c'est plutôt ce que la plupart des gens connaissent. On connaît moins l'idée source du Nil à travers la description des 2 cavernes. Parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Le Noun, c'est immédiat, bon, on comprend vite qu'il s'agit effectivement des eaux primitives. Mais Kura renvoie aussi à la même idée. Ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi, quand on dit que le Noun signifie nouveau en traduction, que ce soit par la forme Noun ou par la forme Kerti, j'arrive au même résultat parce que c'est le même peuple, c'est la même pensée symbolique qui est en train ici de se déployer. D'accord? Donc, j'espère que vous arrivez à saisir ces quelques nuances. Enfin, je pense, j'ai été suffisamment clair. Sinon, on pourra toujours y revenir naturellement. Voilà. Donc, et pour conclure, la chose même sur laquelle vraiment vous devez aboutir si vous faites un travail sérieux sur ces questions, évidemment, c'est cette solution-ci. Je ne vais pas moi aller dans le détail, mais je vais quand même essayer de dire 2-3 choses là-dessus. Parce que dans les mêmes langues, c'est-à-dire du Soudan occidental, notamment en malinké, Koré, c'est le métier à tisser. Koré, c'est le métier à tisser. Le métier à tisser. Quelle est la relation avec le Noun? Les Dogons utilisent cette métaphore, la métaphore du métier à tisser,
lorsqu'il parle des eaux primitives, c'est ce que les Dogons font. Ils parlent du tissage lorsqu'ils parlent des eaux primitives. Et Ogotemeli dit ceci. Le métier à tisser, dit Ogotemeli, est la tombe de la résurrection, la chambre des époux et la matrice prolifique. Quand il dit ça, si vous ne savez pas que le métier à tisser dans les langues soudanaises mandingues se dit Corée, vous n'allez pas comprendre de quoi il est en train de parler. Il est en train de parler des eaux primitives. Le métier à tisser, dit Ogotemeli, est la tombe de la résurrection, la chambre des époux, c'est-à-dire le monde souterrain, la chambre des époux et la matrice prolifique, c'est-à-dire le ventre de la maman. D'accord? C'est-à-dire le tombeau. Voilà. Donc, voici en réalité la perspective. Hein. Je m'arrête ici, évidemment, mais c'est la perspective à laquelle vous devez aboutir lorsque vous questionnez donc ces faits. Parce que l'araignée, c'est l'araignée salvatrice. Vraiment, dans les mythes africains, notamment chez les Bassa en particulier, que je connais un peu, je peux vous dire que l'araignée joue un rôle fondamental. Mais les Bassa ne savent pas toujours quelle est la dimension et pourquoi l'araignée est sacrée, par exemple, dans les traditions. On ne sait pas toujours, évidemment. Parce que vous avez l'histoire du héros culturel du peuple Bassa qui s'appelle Nanga, qui est pourchassé par des ennemis, qui va se réfugier dans une caverne. Et à l'entrée de cette caverne, une araignée tisse sa toile. La caverne, là, c'est les fameuses sources du Nil. C'est ça. D'accord? Et l'araignée qui tisse sa toile, là, c'est évidemment l'araignée salvatrice qui est dans la description, en fait, de Sirius, c'est-à-dire Sotis, c'est-à-dire Sigidolo. D'accord? L'étoile de la cise. Mais ce serait vraiment aller dans des choses encore plus éventuellement sophistiquées quand on n'a pas déjà quelques bases. Et raison pour laquelle moi, j'ai quand même voulu arriver à cette première conclusion pour vous laisser une réflexion sur ces questions. Et, parce que il était pour moi important en fait de valider deux aspects. Le premier, c'est de savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons des sources du Nil, de savoir qu'il s'agit effectivement de l'utérus, de la vulve. Et en second lieu, de savoir qu'en arrière de cela, il y a plusieurs métaphores qu'on utilise précisément pour en rendre compte. Et les animaux en priorité qui ont une sexualité singulière, notamment la capacité de changer de sexe, etc., sont évidemment mobilisés dans ce contexte parce que ces animaux ont l'énergie qu'il faut pour faire la chose. Voilà pourquoi, dans les grands rituels isiaques en Afrique subsaharienne, eh bien, on retrouve les mêmes considérations. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour la suite, naturellement, je vous renvoie à l'ouvrage Sigidolo, où j'aborde quand même par certains aspects la question de l'inondation du fleuve. Je parle abondamment, évidemment, de Sigidolo, l'étoile de la cise, l'étoile de la circoncision. Et c'est un livre disponible déjà depuis quelques semaines sur Amazon. Pour ceux qui souhaitent poursuivre cette conversation, eh bien, vous avez encore cette possibilité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour quelques questions. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la capacité de vous entendre. Ce serait peut-être bien que vous fassiez des notes parce que c'est mieux pour moi de lire vos questions. Comme ça, je saurai répondre avec plus de facilité parce que je crois avoir quelques difficultés avec mon micro aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et voilà, je suis à vous pour les questions. Merci.